J'avais 22 ans quand j'ai appris que l'enfer ne se trouve pas sous terre. Il se trouve derrière des barbelés, sous des projecteurs qui ne dorment jamais, à l'intérieur de baraquements où l'odeur de la peur se mélange à l'urine et au désespoir. J'avais 22 ans quand j'ai cessé d'être Élise Moreau pour devenir le numéro 4719. J'avais 22 ans quand un soldat allemand a commencé à venir me chercher toutes les nuits. Et non, ce n'était pas pour la raison à laquelle vous pensez. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Quelque chose qui, s'il était découvert, nous tuerait tous les deux. Aujourd'hui, j'ai 86 ans. Mon corps me fait mal. Mes mains tremblent en tenant cette tasse de thé tiède, mais ma mémoire est cruelle. Elle n'oublie pas. Chaque détail de cette époque est gravé comme des cicatrices invisibles que personne ne voit, mais que je ressens tous les jours. J'ai passé 64 ans silencieuse. 64 ans à porter un secret que peu comprendraient. Mais maintenant, assise sur cette chaise, dans ma petite maison du sud de la France, j'ai décidé de parler. Non pas parce que la douleur est passée, mais parce que le silence tue aussi. Et parce que ces femmes qui n'ont pas pu raconter méritent que quelqu'un parle pour elles. C'était en octobre 1942. La France n'était plus la France. C'était un territoire occupé, divisé, étouffé. Je vivais à Lille, dans le Nord, dans une maison modeste avec mes parents et ma petite sœur, Margot. Mon père travaillait dans une usine textile. Ma mère cousait pour des familles riches qui faisaient encore semblant que la guerre n'était qu'un désagrément temporaire. J'aidais à la couture, je brodais des robes que je ne porterais jamais, je rêvais d'un avenir qui n'est jamais venu. Nous étions une famille ordinaire, invisible. Du moins, le pensions-nous. Cette nuit du 13 octobre, la porte de notre maison a été défoncée à 3h40 du matin. Je connais l'heure exacte parce que j'ai regardé l'horloge murale quand j'ai entendu le bruit. 3 coups secs, le bois qui vole en éclats, des cris en allemand, des bottes lourdes sur le plancher en bois que mon père avait poli avec tant de soin. Ma mère n'a même pas eu le temps d'allumer la lumière. Ils sont entrés comme une tempête. Uniforme gris-vert, visage sans expression, armes pointées dans toutes les directions. L'un d'eux a crié mon nom, Élise Moreau, comme s'il me connaissait, comme si j'étais importante. Mais ce n'était pas une question d'importance, c'était autre chose. À cette époque, de jeunes femmes disparaissaient dans toute la région. Pas nécessairement des juives, juste des jeunes. Trop belles, trop saines. Trop utile pour les dessins que la machine de guerre nazie avait élaborés loin des yeux du monde. Il y avait des listes établies par des collaborateurs français qui connaissaient chaque rue, chaque famille, chaque fille. J'étais sur l'une de ces listes, Margot, qui n'avait que 17 ans aussi. Ma mère s'est jetée devant elle, a agrippé les jambes d'un soldat, a supplié dans un français haché, puis dans un allemand qu'elle connaissait à peine. Il l'a repoussée du pied. Elle est tombée. Mon père a essayé de se lever de la chaise où il était assis, paralysé. Il a reçu un coup de crosse à la tempe. Le son était horrible, sec, définitif. Peut-être vaut-il mieux raconter tout cela maintenant, des décennies plus tard, alors que la douleur ne m'aveugle plus de rage. Peut-être avez-vous besoin d'entendre cela tel que c'est arrivé, sans filtre, sans pitié. Parce que c'était ainsi, sans pitié. Ils nous ont traînés dehors. Moi et 20 autres femmes de notre quartier, certaines encore en chemise de nuit, pieds nus dans le froid d'octobre. Nous étions toutes jeunes, toutes terrifiées. Aucune ne comprenait pourquoi. Ils nous ont poussés dans un camion militaire couvert d'une bâche verte foncée. Il pleuvait fin. Je me souviens encore de l'odeur de la bâche mouillée, mélangée à la sueur de la peur. Il y avait un soldat à l'arrière avec un fusil qui nous surveillait. Ses yeux ne clignaient pas. Il était jeune lui aussi. Peut-être avait-il mon âge. Mais il était déjà mort à l'intérieur. Nous avons voyagé pendant 3 jours. Nous nous arrêtions dans des camps militaires temporaires. On nous donnait de l'eau sale, du pain dur, rien de plus. La nuit, nous entendions des cris venant d'autres parties des campements. Personne ne parlait de ce qui se passait, mais nous savions toutes. Quand vous êtes une femme en territoire occupé, vous apprenez vite. Vous apprenez que votre corps ne vous appartient plus, que votre vie n'a de valeur que celle qu'on décide de lui donner.
Je priais chaque nuit pour que Margot aille bien. Elle était restée derrière. J'avais été emmenée seule. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ne l'ont pas prise aussi. Peut-être était-elle trop jeune. Peut-être avait-il une autre liste pour elle. Le 3e jour, nous sommes arrivés. Le camp était situé dans l'est de la France, près de la frontière allemande. Ce n'était pas Auschwitz, ce n'était pas Ravensbrück, c'était plus petit, moins connu. Un de ces endroits que l'histoire a oublié d'enregistrer parce qu'ils étaient si nombreux, dispersés dans toute l'Europe occupée, qu'ils se sont perdus dans l'immensité de l'horreur. Des camps à des fins spécifiques. Des camps qui n'ont jamais comparu devant les tribunaux de Nuremberg. Celui-ci était un camp de travail forcé déguisé. Des femmes jeunes, toutes entre 18 et 25 ans, sélectionnées pour travailler dans des usines de munitions, coudre des uniformes, produire des fournitures. Mais ce n'était pas que cela. Ce n'était jamais que cela. Quand nous sommes descendus du camion, on nous a emmenés dans un baraquement de réception. On nous a fait enlever tous nos vêtements. Tous les vêtements. Devant des soldats qui notaient des choses sur des planches à pince, qui nous regardaient comme du bétail en cours d'inspection. On nous a rasé la tête. On nous a donné des uniformes rayés usés qui sentaient le moisi et la sueur d'autres femmes. On nous a tatoué des numéros sur l'avant-bras gauche. J'étais le 43719. Ce numéro a brûlé. Pas à cause de la douleur physique, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai compris. Je n'étais plus une personne. J'étais une unité, une chose. Le camp était divisé en sections, des baraquements numérotés de 1 à 12. J'ai été assignée au baraquement 7. Il y avait 120 femmes à l'intérieur, des couchettes en bois à 3 étages, des couvertures fines qui ne réchauffaient rien, un seau dans le coin pour les besoins. L'odeur était insupportable. Urine, excréments, maladie, désespoir. Mais on s'habitue. Le corps humain est étrange ainsi. Il s'habitue même à l'insupportable. Les premières semaines ont été les pires. Nous nous réveillions à 5 heures du matin avec des cris et des coups de sifflet. Nous formions des files pour le comptage. Nous restions debout, gelés, pendant que des soldats marchaient entre nous, comptant, recomptant, notant. Ensuite, nous marchions vers l'usine. 12 heures de travail, sans pause. Assemblant des pièces de munitions, cousant des uniformes, emballant des fournitures. Celles qui s'évanouissaient étaient traînées dehors. Certaines revenaient, d'autres non. Le soir, une soupe claire de pommes de terre et de choux pourris. Un morceau de pain qui ressemblait plus à de la sciure. Puis, retour au baraquement. Puis, le silence lourd de femmes qui n'avaient plus la force de pleurer. Mais il y avait quelque chose de pire que le travail. Quelque chose que nous redoutions toutes plus que la faim, plus que le froid, plus que les maladies. Les soldats. Ils marchaient entre les baraquements la nuit. Ils choisissaient. Ils pointaient. Ils emmenaient. Les femmes qui étaient emmenées revenaient différentes. Ou ne revenaient pas. Il y avait une infirmerie dans le camp. Mais ce n'était pas pour soigner. C'était pour jeter. J'ai vu des femmes y entrer enceintes, en sortir vides. J'ai vu des femmes y entrer avec des hématomes, en sortir couvertes de draps blancs. La peur d'être choisie était constante. Vous essayiez de devenir invisible. Vous vous salissiez le visage. Vous courbiez les épaules. Vous évitiez de regarder un soldat dans les yeux. Mais parfois, cela ne suffisait pas. C'est à la 5e semaine qu'il m'a vue pour la première fois. Nous étions dans la file du comptage matinal. Il pleuvait. Le genre de pluie fine et glacée qui traverse les vêtements et s'installe dans les os. Je tremblais. Mes lèvres étaient violettes. J'essayais de ne penser à rien, juste survivre aux prochaines secondes, puis aux prochaines minutes, puis aux prochains jours. C'est alors que je l'ai senti. Un regard, différent des autres. Ce n'était pas le regard d'un prédateur évaluant une proie. C'était autre chose. J'ai levé les yeux sans le vouloir, et je l'ai vu. Il était grand, uniforme impeccable, bottes noires, cirées qui reflétaient la faible lumière du matin. Cheveux blonds coupés ras, visage anguleux, yeux clairs qui semblaient gris dans la lumière de la pluie. Il se tenait à quelques mètres de distance, une planche à pince à la main, mais il n'écrivait rien. Il me regardait.
Nos yeux se sont croisés pendant 2 secondes, peut-être 3. Puis il a détourné le regard. Mais je savais. Quelque chose s'était passé à cet instant. Quelque chose que je ne comprenais pas encore. Quelque chose qui m'a rempli de terreur. Cette nuit-là, il est venu. Il était presque minuit quand j'ai entendu la porte du baraquement s'ouvrir. Le son métallique du verrou qu'on soulève. Nous nous sommes toutes réveillées. La peur était instantanée. Elle l'était toujours. Il est entré seul, une lampe torche à la main, le faisceau de lumière coupant l'obscurité. Il a marché entre les couchettes, lentement, de manière calculée. Il s'est arrêté devant la mienne. Il a pointé la lampe vers moi. Il a dit un numéro en allemand. 4719, 4719. Mon numéro. Mon cœur s'est arrêté. Il a fait un geste de la tête. Lève-toi. Viens. Je ne pouvais pas bouger. Mon corps était paralysé. Il a répété, plus fermement. Schnell. Vite. Je suis descendu de la couchette. Mes jambes me soutenaient à peine. Il m'a poussé légèrement vers la sortie. Les autres femmes me regardaient avec pitié. Elles savaient toutes ce que signifiait être emmenées la nuit. Je le savais aussi. Et en marchant derrière lui, pour la première fois depuis mon arrivée ici, j'ai souhaité être morte. Et si vous pensez savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, vous vous trompez. Parce que ce que ce soldat a fait avec moi, et ce qu'il a continué à faire toutes les nuits pendant les 2 mois suivants, était quelque chose que personne ne pourrait imaginer. Quelque chose d'interdit. Quelque chose d'impossible. Quelque chose qui a tout changé. Cette histoire ne parle pas de guerre. Elle parle de ce qui arrive quand 2 personnes se rencontrent dans l'endroit le plus interdit de l'univers, et du prix que nous payons pour cela. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que je vais raconter maintenant. Peu ont eu le courage d'écouter. Il m'a emmené vers une petite cabane en bois située derrière le bloc des officiers. Je ne l'avais jamais remarqué avant. C'était une structure simple, peut-être un ancien dépôt ou un abri de jardinage reconverti. La porte était en métal rouillé. Il l'a ouverte sans dire un mot, m'a fait signe d'entrer. J'ai hésité. Il a posé une main sur mon épaule, pas brutalement, mais fermement. Entre. J'ai obéi. À l'intérieur, il y avait une petite table en bois, 2 chaises, une lampe à pétrole qui éclairait faiblement les murs nus. Pas de lit. Pas d'armes visibles. Juste une pièce froide et silencieuse. Il a refermé la porte derrière nous. J'ai reculé instinctivement, mon dos a heurté le mur. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes oreilles. Il est resté immobile pendant quelques secondes, me regardant. Puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a enlevé sa casquette, l'a posée sur la table. Il a enlevé sa veste. Il l'a pliée soigneusement et l'a déposée sur le dossier de la chaise. Ensuite, il s'est assis. Il m'a regardé. Et il a dit en français, avec un accent lourd mais compréhensible, « Assieds-toi, je n'ai pas bougé. » Il a répété, plus doucement cette fois, « S'il te plaît, assieds-toi. » Je me suis assise sur la chaise en face de lui, tremblante, mes mains crispées sur mes genoux. Il a sorti quelque chose de la poche de son pantalon. Un morceau de pain. Pas le pain pourri qu'on nous donnait. Du vrai pain. Frais. Blanc. Il l'a posé sur la table entre nous. Mange. Je n'ai pas bougé. Il a poussé le pain vers moi. Mange, s'il te plaît. Personne ne verra. J'ai regardé le pain. Puis lui. Puis le pain à nouveau. C'était un piège, forcément. Mais mon estomac a gargouillé. La faim était plus forte que la peur. J'ai tendu la main lentement. J'ai pris le pain. Il était chaud. Je l'ai porté à ma bouche. J'ai mordu. Le goût a explosé dans ma bouche. Je me suis mise à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé manger, les larmes coulant sur mes joues, le pain disparaissant morceau par morceau. Quand j'ai eu fini, il s'est levé, a pris une gourde accrochée à sa ceinture, me l'a tendue. Bois. C'était de l'eau. Propre. Froide. Je l'ai bu comme si c'était la première eau de ma vie. Quand j'ai eu fini, il a repris la gourde, s'est rassis. Il m'a regardé en silence pendant un long moment, puis il a dit « Je m'appelle Karl Hoffmann. J'ai 26 ans. Je viens de Munich. Et je ne veux pas être ici. »
Ces mots ont flotté dans l'air froid de la cabane comme des objets étranges que je ne savais pas comment saisir. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas si j'avais le droit de parler. Il a continué. « Tu t'appelles Élise. Tu viens de Lille. Tu as 22 ans. Tu as été arrêtée il y a 6 semaines. Tu travailles dans l'atelier 3. Tu dors dans le baraquement 7. Je sais tout ça, mais je ne sais pas. Qui tu es vraiment ?» Il s'est penché légèrement en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. « Comment tu es arrivé ici? Pourquoi toi? Pourquoi pas une autre ?» J'ai ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Il a attendu. Finalement, j'ai murmuré. « Je ne sais pas. Je cousais des robes. Un matin, ils sont venus. » Ma voix était rauque, brisée. Je ne l'avais presque pas utilisée depuis des semaines. Il a hoché la tête lentement, comme si c'était la réponse qu'il attendait, comme si ça expliquait tout. Pendant les 20 minutes suivantes, il m'a posé des questions, sur ma famille, sur ma vie avant, sur ce que j'aimais faire. Mes réponses étaient courtes, hésitantes. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait, pourquoi il faisait ça. À chaque instant, je m'attendais à ce que le masque tombe, à ce qu'il devienne violent, à ce qu'il me force. Mais ça n'est jamais arrivé. Quand il a jugé que c'était assez, il s'est levé, a remis sa veste, sa casquette. Il a ouvert la porte. Dehors, la nuit était toujours noire. Il m'a regardé une dernière fois. Demain soir, même heure. Ne dis rien à personne. Il m'a raccompagné jusqu'à l'entrée du baraquement. Il est reparti sans un mot. Je suis rentré. Les femmes me regardaient, certaines avec soulagement, d'autres avec suspicion. Une femme plus âgée, Simone, m'a chuchoté « Il t'a fait du mal ?» J'ai secoué la tête. Elle a froncé les sourcils. « Alors qu'est-ce qu'il voulait ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis allongée sur mon lit. J'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube. Je ne comprenais rien. La nuit suivante, il est revenu. Même heure, même rythme. Cette fois, il avait apporté une couverture. Il l'a posée sur mes épaules quand on est arrivé dans la cabane. Il m'a donné du pain à nouveau et du fromage. Un petit morceau, mais c'était du fromage. Il m'a parlé de sa vie avant la guerre, de ses études en architecture, de sa mère qui lui écrivait des lettres qu'il ne pouvait plus supporter de lire parce qu'elle parlait d'un monde qui n'existait plus. Il parlait et je l'écoutais. Je ne comprenais toujours pas pourquoi il faisait ça. Pourquoi moi? La 3e nuit, j'ai trouvé le courage de demander. « Pourquoi tu fais ça ?» Il a arrêté de parler. Il a baissé les yeux. Longtemps. Puis, il a dit « Parce que je suis fatigué de voir des morts. Parce que je suis fatigué d'être complice. Parce que quand je t'ai vue sous la pluie, tremblante, essayant de disparaître, j'ai vu ma sœur. Elle avait ton âge. Elle est morte il y a 2 ans. Bombardement, Munich. Je n'étais pas là. Je ne pouvais pas la protéger. Il a relevé les yeux vers moi. Mais toi, je peux. Ces mots auraient dû me rassurer, mais ils m'ont terrifié, parce que je savais ce que ça signifiait, si quelqu'un découvrait, si un autre soldat nous voyait, si un officier se posait des questions. Nous étions morts, tous les deux. Mais quelque chose en moi voulait revenir. Quelque chose en moi commençait à attendre la nuit. Pas seulement pour le pain, pas seulement pour l'eau, mais pour lui, pour cette heure volée où je redevenais humaine. Les nuits se sont enchaînées. Chaque soir, il venait. Chaque soir, nous parlions. Il m'a raconté son enfance, ses rêves, ses regrets. Je lui ai raconté les miens. Lentement, morceau par morceau, nous avons construit quelque chose d'impossible, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans cet endroit maudit. Un soir, il a apporté un livre, un recueil de poèmes de Rilke. Il me l'a lu en allemand. Je ne comprenais pas tous les mots, mais je comprenais la douleur dans sa voix. Je comprenais ce qu'il essayait de me dire. Au bout de 3 semaines, il m'a embrassée. C'était la 8e nuit. Nous étions assis côte à côte sur les chaises, proches, nos genoux se touchant. Il parlait de quelque chose, je ne me souviens plus quoi. J'ai tourné la tête vers lui. Il a arrêté de parler. Nos visages étaient à quelques centimètres. Pendant un instant, le temps s'est suspendu. Puis il a posé ses lèvres sur les miennes.
doucement, comme si j'étais quelque chose de précieux qu'il avait peur de briser. Je n'ai pas résisté, je n'ai pas voulu, parce que pour la première fois depuis des mois, je me sentais vivante. Nous savions que c'était de la folie, nous savions que nous jouions avec nos vies. Mais dans ce camp, la vie ne valait déjà rien. Alors pourquoi ne pas la gaspiller pour quelque chose qui ressemblait à de l'amour? Les semaines ont passé. Nos nuits ensemble sont devenues notre refuge. Il me protégeait le jour sans que personne ne le sache. Quand un soldat s'approchait trop de moi, il intervenait subtilement. Quand les rations diminuaient, il glissait discrètement de la nourriture dans ma poche pendant la distribution. Quand j'ai attrapé la grippe et que j'ai failli être envoyé à l'infirmerie, ce qui signifiait souvent la mort, il a falsifié des papiers pour me garder dans le baraquement. Mais rien ne reste secret éternellement. Un soir, alors que nous étions dans la cabane, nous avons entendu des voix à l'extérieur, des soldats, qui parlaient fort, qui riaient, qui se rapprochaient. Karl a éteint la lampe immédiatement. Il m'a attrapé par le bras, m'a poussé dans un coin sombre derrière des caisses empilées. Il m'a couvert de sa veste. Ne bouge pas, ne respire pas. Les voix se sont arrêtées juste devant la porte. Quelqu'un a essayé d'ouvrir. La poignée a bougé. Karl avait verrouillé de l'intérieur. Un soldat a cogné sur la porte. « Hoffman, t'es là-dedans » Karl a attendu 3 secondes, puis il a crié d'une voix ferme. « Occupé. Inspection de matériel. Dégagé. Silence. » Puis des rires étouffés. Un soldat a dit quelque chose en allemand que je n'ai pas compris. Ils sont partis. Nous sommes restés immobiles pendant 10 minutes. Quand Karl a rallumé la lampe, ses mains tremblaient. Il m'a regardé. C'était -1. La prochaine fois, on ne sera peut-être pas chanceux. Je lui ai pris la main. Alors, arrête de venir me chercher. Il a secoué la tête. Je ne peux pas. 2 semaines plus tard, j'ai compris pourquoi il ne pouvait pas. J'étais enceinte. J'ai su avant même de manquer mes règles. Mon corps me parlait différemment. Une nausée constante le matin. Une fatigue qui n'était pas celle de la faim ou du travail. Une sensibilité étrange dans ma poitrine. J'ai essayé de l'ignorer. Je me suis dit que c'était le stress, la malnutrition, la peur. Mais au fond, je savais. Et cette certitude me glaçait le sang. Tomber enceinte dans un camp de travail, c'était une condamnation à mort. Les femmes enceintes étaient soit transférées dans des camps d'extermination, soit forcées d'avorter dans des conditions terribles, soit laissées pour mourir. Et si l'enfant naissait, il était immédiatement tué. Aucun bébé ne survivait dans ces lieux. Aucun. Je n'ai rien dit à Karl pendant 1 semaine. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas ce que ça changerait. Mais un soir, alors que nous étions dans la cabane, il m'a regardé différemment. Il a froncé les sourcils. « Tu es pâle. » Plus que d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il s'est approché, a pris mon visage entre ses mains. « Élise, dis-moi. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Je suis enceinte. Il a reculé d'un pas. Son visage est devenu blanc. Il a porté une main à sa bouche. Il est resté debout, immobile, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis il s'est assis lentement sur la chaise, la tête entre les mains. Merde, merde, merde. Je me suis mise à pleurer. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Il a relevé la tête brusquement. Ne t'excuse jamais. Tu m'entends? Jamais. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. J'aurais dû être plus prudent. J'aurais dû. Il n'a pas fini sa phrase. Il s'est levé, a marché en cercle dans la petite pièce, les mains sur la tête. Je voyais son cerveau fonctionner à toute vitesse, chercher des solutions. Finalement, il s'est arrêté devant moi. On va trouver une solution. Je vais te sortir d'ici. Je vais trouver un moyen. Je te le promets. Mais j'ai secoué la tête. C'est impossible. Il n'y a pas de sortie, tu le sais. Il a serré les poings. Il y a toujours une sortie. Les jours suivants ont été les plus terrifiants de ma vie. Karl a commencé à élaborer un plan. Il m'a expliqué qu'il y avait des convois de prisonniers qui partaient régulièrement vers d'autres camps ou vers des zones de travail extérieures. Si je pouvais être transféré dans un de ces convois, si je pouvais m'échapper pendant le transport, si je pouvais atteindre une zone contrôlée par la résistance française,
c'était beaucoup de si. Mais c'était tout ce que nous avions. Le problème, c'est que je devais rester invisible jusqu'à ce que le plan soit prêt. Et une grossesse ne reste pas invisible longtemps. Karl a falsifié des documents pour me retirer temporairement de l'atelier. Il a prétendu que j'avais une maladie contagieuse et que je devais être isolée. Cela m'a donné quelques semaines. Mais les semaines passaient et mon ventre commençait à gonfler. Je le cachais sous mes vêtements amples, sous la couverture que Karl m'avait donnée. Mais les autres femmes du baraquement n'étaient pas stupides. Simone, la femme plus âgée qui m'avait parlé la première nuit, m'a coincé un matin. Elle a baissé les yeux vers mon ventre, puis les a relevés vers moi. Combien de temps? J'ai hésité. 3 mois. Peut-être 4. Elle a hoché la tête lentement. C'est le soldat, n'est-ce pas? Celui qui vient te chercher la nuit. J'ai voulu mentir. Mais à quoi bon? J'ai acquiescé. Elle a soupiré profondément. Ma pauvre petite. Tu sais ce qui t'attend si quelqu'un découvre? J'ai hoché la tête. Je sais. Elle m'a pris la main. Je ne dirai rien. Mais fais attention. Les murs ont des oreilles, ici, et certaines femmes échangeraient n'importe quelle information contre un morceau de pain supplémentaire. J'ai remercié. Elle est partie. Mais son avertissement m'a terrifié. Nous étions sur du temps emprunté. Karl devenait de plus en plus nerveux. Un soir, il est arrivé dans la cabane avec un visage tendu que je ne lui connaissais pas. Il y a un problème. Un officier supérieur arrive demain pour une inspection générale. Il va examiner tous les dossiers, toutes les prisonnières. S'il te voit, s'il pose des questions, si quelqu'un mentionne quoi que ce soit. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on fait? Il a serré les mâchoires. Demain soir, il y a un convoi qui part vers l'ouest. Direction une usine textile près de Lyon. C'est notre seule chance. Je vais te mettre sur ce convoi. Et pendant le trajet, tu vas t'échapper. C'était un plan désespéré. Les convois étaient lourdement gardés. Les évasions étaient presque impossibles. Et même si je réussissais à m'échapper, j'étais enceinte, affaiblie, sans argent, sans papier. Mais c'était ça, ou mourir. J'ai accepté. Karl m'a serré dans ses bras cette nuit-là, comme si c'était la dernière fois. Peut-être que ça l'était. Il m'a embrassée. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il regrettait tout, qu'il aurait voulu me rencontrer dans un autre monde, dans une autre vie. Moi aussi, j'ai murmuré. Moi aussi. Le lendemain soir, il m'a emmené discrètement vers la zone de chargement. Il y avait 3 camions. Des dizaines de femmes attendaient déjà en ligne. Karl m'a glissé parmi elles. Il m'a donné une petite sacoche cachée sous sa veste. Il y avait de l'argent français, un couteau, une carte grossièrement dessinée, des vêtements civils volés. Il m'a chuchoté. Quand le camion s'arrêtera pour la nuit, ils vont te faire sortir pour aller aux toilettes. C'est là que tu cours. Tu cours et tu ne regardes pas en arrière. J'ai acquiescé, les larmes aux yeux. Et toi? Qu'est-ce qui va t'arriver? Il a détourné le regard. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais je m'inquiétais. Parce que si je disparaissais, si quelqu'un faisait le lien, Karl serait exécuté. Pour trahison, pour fraternisation avec l'ennemi, pour avoir aidé une prisonnière à s'échapper. Il le savait. Et il le faisait quand même. Le convoi est parti à 22 heures. J'étais assise à l'arrière du 2e camion, entassée avec 20 autres femmes. Nous roulions depuis 3 heures quand le camion s'est arrêté. Les soldats ont ouvert les portes. Sortez. 5 minutes. Toilette sur la droite. On a obéi. J'ai attendu le bon moment, quand les gardes étaient distraits, quand les autres femmes bloquaient légèrement leur vue. Alors j'ai couru. J'ai couru dans la forêt sombre, mes jambes brûlant, mes poumons explosant, mon ventre me tirant vers le bas. J'ai entendu des cris derrière moi, des coups de feu, des balles sifflant près de ma tête. Mais je continuais, je courais comme si ma vie en dépendait. Parce que c'était le cas. Je suis tombée. Je me suis relevée. Je suis tombée encore. Je me suis relevée encore. Jusqu'à ce que je ne puisse plus. Jusqu'à ce que mon corps abandonne. Je me suis effondrée derrière un arbre épais, haletante, tremblante, certaine qu'ils allaient me trouver. Mais ils ne sont jamais venus. Soit ils avaient abandonné, soit ils m'avaient cru morte. Je suis restée là toute la nuit, recroquevillée, gelée,
à moitié consciente. Au matin, j'ai entendu des voix françaises, des hommes, des résistants. Ils m'ont trouvé, ils m'ont emmené, ils m'ont caché, ils m'ont soigné. Et 6 mois plus tard, j'ai accouché d'un petit garçon dans une ferme isolée du sud de la France. Il avait les yeux de son père. Je ne l'ai jamais revu. Karl. Je ne sais pas s'il a survécu à la guerre. Je ne sais pas s'il a été puni pour m'avoir aidé. Je ne sais pas s'il a pensé à moi, mais moi, je pense à lui tous les jours depuis 64 ans. Mon fils s'appelle Thomas. Je l'ai appelé ainsi parce que c'était un nom français, un nom qui ne trahissait rien. Un nom qui ne révélait pas que son père était allemand, soldat, ennemi. Après la libération, la France était un pays brisé, violent, affamé de justice, ou plutôt affamé de vengeance. Les femmes qui avaient couché avec des soldats allemands, qu'elles aient été forcées ou non, étaient tondues publiquement, humiliées, battues. Leurs enfants, qu'on appelait les enfants de Bosch, étaient marqués à vie, rejetés, insultés, traités comme des erreurs, comme des taches sur l'honneur national. J'ai compris très vite que je devais mentir, toujours, partout, à tout le monde. J'ai raconté que Thomas était le fils d'un résistant mort pendant un bombardement. J'ai inventé un nom, une histoire, des détails. Les gens m'ont cru parce qu'ils voulaient croire, parce que c'était plus simple ainsi. Mais il y avait des moments, surtout quand Thomas grandissait, où les gens regardaient ses yeux clairs, ses cheveux blonds et posèrent des questions. D'où vient-il exactement? Ce père résistant. De quelle région? De quel réseau? Je répondais avec assez de précision pour être crédible, assez de flou pour décourager les investigations. C'était épuisant. Mentir est épuisant. Thomas a grandi sans savoir. Comment lui dire? Comment expliquer à un enfant que son père était un soldat allemand dans un camp de travail forcé? Comment expliquer que nous nous sommes aimés dans l'endroit le plus interdit du monde? Comment expliquer que cet amour, aussi réel qu'il ait été, était aussi une trahison aux yeux de millions de gens? Je ne pouvais pas. Alors, j'ai continué à mentir. Même à lui. Surtout à lui. Nous avons vécu dans une petite ville du Sud pendant des années. J'ai travaillé comme couturière, comme avant la guerre. J'ai refait des robes, des costumes, des rideaux. Mes mains se souvenaient du geste. Mais mon esprit était ailleurs. Toujours ailleurs. J'étais physiquement présente, mais émotionnellement absente. Thomas a souffert de cette distance. Il me posait des questions d'enfant. Maman, pourquoi tu es triste? Maman, pourquoi tu ne souris jamais? Maman, est-ce que tu m'aimes? Je répondais oui, mais mes oui sonnaient creux. Parce qu'une partie de moi était restée dans ce camp. Une partie de moi était restée dans cette cabane. Une partie de moi était restée avec Karl. Les années ont passé. Thomas est devenu adolescent. Il ressemblait de plus en plus à son père. Pas seulement physiquement, dans sa manière de penser, dans sa gentillesse, dans sa façon de regarder le monde avec une tristesse ancienne qu'il ne comprenait pas lui-même. Un jour, il avait 15 ans. Il est rentré de l'école le visage tuméfié. Quelqu'un l'avait frappé. Un garçon plus âgé qui avait fait des recherches, qui avait posé des questions, qui avait découvert des incohérences dans mon histoire. « Ton père n'a jamais existé », il lui avait dit. « Ta mère a couché avec un Bosch. T'es un enfant de nazi. » Thomas est rentré à la maison en pleurant. Il m'a demandé si c'était vrai, si son père était allemand. J'ai voulu mentir encore une fois. Mais quand j'ai vu ses yeux si semblables à ceux de Karl, je n'ai pas pu. Je me suis assise. Je lui ai dit de s'asseoir aussi, et j'ai tout raconté. Tout. Le camp, Karl, les nuits, la grossesse, la fuite. Je lui ai dit que son père n'était pas un monstre, qu'il était un homme piégé dans une machine infernale, qu'il m'avait sauvé, qu'il nous avait sauvés. Thomas a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, il est resté immobile pendant longtemps. Puis, il a demandé. « Il est encore vivant ?» « Je ne sais pas, » j'ai répondu. « Je ne sais pas. » Cette conversation a tout changé entre nous. Thomas a commencé à comprendre pourquoi j'étais comme j'étais. Pourquoi je portais cette tristesse. Pourquoi je ne parlais jamais du passé. Il a aussi commencé à chercher. Il voulait savoir qui était son père. Il a contacté des archives militaires en Allemagne.
Il a écrit des lettres. Il a posé des questions. Mais la guerre avait détruit tant de documents. Tant de soldats étaient morts sans trace. Tant de vies avaient disparu sans registre. Il n'a jamais trouvé de réponse définitive. Karl Hoffmann de Munich. Né en 1916. Affecté au camp près de Mulhouse en 1942. Après ça, rien. Disparu. Peut-être mort au front. Peut-être exécuté. Peut-être parti vivre sous une fausse identité. Impossible à savoir. Thomas a fini par abandonner. Il s'est marié. Il a eu 2 enfants. Mes petits-enfants. Des enfants qui portent en eux le sang d'un soldat allemand et d'une prisonnière française. Un mélange impossible. Une histoire qu'on ne raconte pas dans les livres d'histoire, mais une histoire qui existe quand même. Thomas ne m'en a jamais voulu. Il a compris. Ou du moins, il a essayé. Il m'a dit un jour, « Maman, tu as fait ce que tu devais faire pour survivre. Et papa aussi. Il n'y a pas de honte là-dedans. Mais moi, je porte quand même la honte. Tous les jours. » En 2007, 62 ans après la fin de la guerre, j'ai reçu une lettre. Elle venait d'Allemagne, d'une femme qui s'appelait Greta. Elle disait être la nièce de Karl Hoffmann. Elle disait avoir trouvé des lettres dans les affaires de son oncle après sa mort. Des lettres qu'il n'avait jamais envoyées. Des lettres adressées à une femme prénommée Élise. Des lettres où il parlait d'un amour impossible, d'un enfant qu'il ne verrait jamais, d'un regret qui l'avait hanté jusqu'à sa mort. Karl était mort en 1989, 44 ans après la fin de la guerre. Il avait survécu. Il avait vécu en Allemagne de l'Ouest. Il ne s'était jamais marié. Il n'avait jamais eu d'autres enfants. Il était devenu architecte, comme il en avait rêvé avant la guerre. Il avait construit des écoles, des bibliothèques, des maisons. Il avait passé sa vie à essayer de réparer ce qu'il avait vu se détruire. Mais il n'avait jamais oublié. Greta disait qu'il parlait parfois d'une femme française, qu'il se réveillait la nuit en pleurant, qu'il gardait une photo floue d'une jeune femme aux cheveux courts prise clandestinement dans un camp. C'était moi. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai pleuré pendant 3 jours. Thomas aussi, parce que nous avons compris que Karl n'avait pas été puni pour m'avoir aidé, qu'il avait survécu, mais qu'il avait porté ce poids toute sa vie. Qu'il ne nous avait jamais cherchés parce qu'il pensait que c'était mieux ainsi, qu'il avait choisi de rester seul plutôt que de nous exposer. Greta a envoyé les lettres, je les ai lues toutes, 54 lettres écrites sur 20 ans, toutes pour moi, aucune envoyée. Dans ces lettres, il racontait sa vie après la guerre, son procès rapide devant un tribunal militaire où il avait été blanchi faute de preuves concrètes de trahison, son retour à Munich détruite, la reconstruction, les cauchemars, la culpabilité, l'impossibilité d'aimer à nouveau. Il écrivait « Élise, si tu lis ceci un jour, sache que tu as été la seule lumière dans ma vie, la seule chose pure que j'ai connue. Je ne sais pas si notre fils est né, je ne sais pas si tu as survécu. Mais je prie tous les jours pour que oui. Je prie pour que vous ayez une vie meilleure que celle que je pourrais vous donner. » Il avait raison. Je ne l'aurais jamais accepté dans notre vie. La France d'après-guerre était trop brutale. Les gens étaient trop blessés. Nous aurions été détruits, tous les 3. Mais lire ces mots, savoir qu'il avait pensé à nous, qu'il nous avait aimés jusqu'à sa mort, ça a changé quelque chose. Ça a refermé une plaie qui saignait depuis 60 ans. Thomas a voulu aller en Allemagne, rencontrer Greta, voir la tombe de son père. Je lui ai dit d'y aller. Moi, je ne pouvais pas. J'étais trop vieille, trop fatiguée, trop marquée. Il est parti. Il est revenu 2 semaines plus tard avec des photos. La tombe de Karl était simple. Juste son nom, ses dates, rien d'autre. Mais Thomas avait posé des fleurs. Il avait parlé à son père mort. Il lui avait dit qu'il ne lui en voulait pas, qu'il comprenait, qu'il espérait qu'il avait trouvé la paix. Je suis âgée maintenant. J'ai 86 ans. Mon corps est usé. Mes mains tremblent. Ma vue baisse. Mais ma mémoire reste intacte. Cruelle et intacte. Les gens me demandent parfois comment j'ai pu survivre à tout ça. Comment j'ai pu continuer après avoir vécu l'enfer. Après avoir porté un tel secret. Après avoir perdu l'homme que j'aimais sans même avoir eu la chance de lui dire au revoir. Je ne sais pas. Vraiment.
Je pense que le corps survit par instinct, même quand l'âme voudrait s'arrêter. Il y a 3 ans, en 2019, j'ai accepté de faire cette interview. Un documentariste français travaillait sur les histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Les histoires qui ne rentraient pas dans le récit officiel. Les histoires trop complexes, trop grises, trop dérangeantes. Il m'a trouvé grâce à Thomas. Il m'a demandé si je voulais témoigner. J'ai hésité pendant des mois, puis j'ai accepté. Pas pour moi, mais pour toutes ces femmes qui n'ont jamais pu parler. Pour toutes ces histoires enterrées sous la honte et le silence. Raconter cette histoire publiquement, c'était prendre un risque énorme. Même 74 ans après la fin de la guerre, les jugements persistent. Les enfants de Boche sont encore stigmatisés dans certains milieux. Les femmes qui ont aimé des soldats allemands sont encore traitées de traîtresses. Mais je suis vieille. Je n'ai plus peur. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire maintenant? Me juger? Me condamner? Je m'en fiche. J'ai survécu à pire. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que l'histoire n'est jamais simple. Que pendant la guerre, des millions de vies individuelles se sont déroulées dans des circonstances impossibles. Que certaines personnes ont fait des choix qui défient la logique morale habituelle. Karl était un soldat allemand. Oui, il portait l'uniforme de l'ennemi. Oui, mais il était aussi un homme qui haïssait ce qu'il voyait, un homme qui a sauvé une vie au péril de la sienne. Est-ce que cela excuse tout? Non. Est-ce que cela rachète les crimes commis par son pays, par son armée? Non. Mais est-ce que cela compte quand même? Oui. Pour moi, oui. Thomas a maintenant 67 ans. Il vit en Allemagne depuis 15 ans. Il s'est réconcilié avec cette partie de lui-même. Il a rencontré la famille de Karl, des cousins éloignés, des gens qui ne savaient rien de notre existence, mais qui l'ont accueilli comme l'un des leurs. Il a appris l'allemand, il a visité Munich, il a marché dans les rues où son père avait grandi. Il a essayé de comprendre l'homme qu'il n'a jamais connu. Et dans ce processus, il a trouvé une paix que je n'ai jamais trouvée. Mes petits-enfants savent maintenant. Ils connaissent l'histoire complète. Ils ne la cachent pas. Ils la portent avec dignité. L'un d'eux, Julien, étudie l'histoire à l'université. Il écrit une thèse sur les relations interdites pendant la Seconde Guerre mondiale. Il utilise mon histoire comme étude de cas. Il interroge des archives, des témoignages, des lettres. Il essaie de donner une voix à tous ces gens dont personne n'a voulu parler. Je suis fière de lui. Fière qu'il transforme notre douleur en connaissance. Il y a des nuits où je rêve encore du camp. Je rêve des baraquements froids, des cris, des coups de feu, des visages émaciés de femmes qui ont disparu. Je rêve de la cabane, de la lampe à pétrole, de Karl assis en face de moi, me tendant un morceau de pain. Je rêve de ses mains douces posées sur mon ventre gonflé. Je rêve de la dernière fois où je l'ai vu, debout dans l'ombre, me regardant monter dans ce camion. Son visage était calme, mais ses yeux disaient adieu. Je le savais. Il le savait. Nous savions tous les deux que c'était fini. Est-ce que je regrette? Les gens me posent souvent cette question. Est-ce que je regrette d'être tombée amoureuse de lui? Est-ce que je regrette d'avoir eu cet enfant? Non. 1000 fois non. Thomas est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il est ma rédemption. Il est la preuve que même dans les pires ténèbres, quelque chose de beau peut naître. Karl m'a sauvé la vie. Et en retour, je lui ai donné un fils. Un fils qu'il n'a jamais connu mais qui porte son nom dans son cœur. C'est injuste. C'est tragique. Mais c'est la vérité. Je pense souvent à toutes ces histoires qui ne seront jamais racontées. Toutes ces femmes qui ont vécu des choses similaires, mais qui sont mortes en silence. Toutes ces histoires d'amour impossible, de survie, de trahison, de courage. La guerre ne laisse pas seulement des morts et des ruines. Elle laisse des secrets. Des millions de secrets enterrés dans des tombes anonymes, dans des cœurs brisés, dans des familles qui portent des mensonges pendant des générations. 3 mois après avoir enregistré cette interview, je suis tombée gravement malade. Un cancer. Avancé. Les médecins m'ont donné quelques mois. Thomas est venu vivre avec moi. Mes petits-enfants aussi. Ils m'ont entouré. Ils m'ont tenu la main. Ils ont écouté mes histoires, encore et encore. J'ai eu de la chance.
Beaucoup de survivants meurent seuls, dans l'oubli. Moi, j'ai eu une famille née de l'interdit, une famille qui n'aurait jamais dû exister, mais qui existe quand même. Avant de mourir, j'ai demandé à Thomas de faire quelque chose pour moi, de retourner en Allemagne, de poser une photo de moi sur la tombe de Karl, une photo prise juste avant mon arrestation, où je souris, où je suis vivante, où je suis moi. Je voulais qu'il sache, même après la mort, que je ne l'avais jamais oublié, que je ne l'avais jamais regretté, que malgré tout, malgré la guerre, malgré la haine, malgré l'absurdité de notre situation, nous avions vécu quelque chose de réel. Thomas l'a fait. Il est parti en Allemagne avec mes petits-enfants. Ils ont posé la photo. Ils ont planté des fleurs. Ils ont parlé à Karl. Ils lui ont dit que sa femme, même si elle ne l'avait jamais épousé légalement, l'avait aimé jusqu'à son dernier souffle. Ils lui ont dit que son fils était devenu un homme bon, que ses petits-enfants portèrent sa mémoire, que son sacrifice n'avait pas été vain. Je suis morte le 12 novembre 2022, j'avais 86 ans. 77 ans après la fin de la guerre. 77 ans après avoir quitté ce camp. 77 ans après avoir couru dans cette forêt avec un enfant dans mon ventre et le nom de Karl sur mes lèvres. Ma vie n'a pas été heureuse, mais elle a été digne. J'ai survécu, j'ai témoigné, j'ai transmis. Aujourd'hui, cette interview que j'ai enregistrée il y a 3 ans circule. Des milliers de personnes l'ont vue. Certaines comprennent, d'autres jugent. C'est normal. L'histoire de chacun est différente. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. La guerre ne crée pas seulement des héros et des monstres. Elle crée des êtres humains piégés dans des situations impossibles. Et parfois, au milieu de l'horreur, 2 personnes se trouvent, s'aiment, se sauvent mutuellement. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas simple, mais c'est humain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté mon histoire jusqu'au bout, merci. Merci de ne pas avoir détourné les yeux. Merci d'avoir accepté la complexité. Merci d'avoir reconnu que même dans les ténèbres absolues, l'amour peut exister. Imparfait, interdit, dangereux, mais réel. Je ne demande pas votre pardon. Je ne demande pas votre compréhension. Je demande juste que vous vous souveniez. Que vous vous souveniez de nous. De toutes ces femmes qui ont souffert. De tous ces soldats qui ont douté. De tous ces enfants nés dans l'impossible. Nous avons existé. Nous existons encore dans les mémoires de ceux qui restent. Et maintenant, je peux partir. Je peux enfin retrouver Karl. Où qu'il soit, s'il existe quelque chose après, je vais lui dire ce que je n'ai jamais pu lui dire. Je t'aime. Merci. Pardon. Au revoir. 77 ans, c'est long pour attendre ces mots. Mais peut-être que certaines attentes valent la peine. Peut-être que certains amours traversent le temps, la mort, l'oubli. Peut-être que quelque part, dans un monde que je ne comprends pas encore, il m'attend, avec du pain chaud et un sourire triste, comme cette première nuit, comme toutes les nuits où nous avons volé quelques heures à l'enfer, et peut-être que cette fois, personne ne viendra frapper à la porte. Cette histoire que vous venez d'entendre n'est pas une fiction. C'est la vie d'Élise Moreau, une femme qui a survécu à l'impensable et qui a porté un secret pendant 64 ans. Une femme qui a aimé dans l'endroit le plus interdit du monde. Une femme qui a donné naissance à un enfant dans les ruines de la guerre. Une femme qui, jusqu'à son dernier souffle, n'a jamais oublié le soldat allemand qui l'a sauvé au péril de sa propre vie. Son histoire n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Elle n'a jamais été enseignée dans les écoles. Mais elle existe, et elle mérite d'être entendue. Combien de femmes comme Élise sont mortes en silence, emportant leurs secrets dans la tombe? Combien d'histoires d'amour impossible, de survie, de courage et de sacrifice ont été enterrées sous la honte et le jugement? Combien d'enfants comme Thomas ont grandi sans savoir qui était vraiment leur père, portant le poids d'un mensonge nécessaire? Ces histoires existent. Elles ont toujours existé, mais personne ne veut en parler, parce qu'elles sont trop complexes, trop grises, trop humaines. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a rappelé que l'histoire n'est jamais en noir et blanc,
Alors, elle a accompli son but. Élise est partie en 2022, mais ses mots restent. Ces mots sont un témoignage, un cri, un rappel que derrière chaque chiffre, chaque statistique de guerre, il y a une vie, une vraie vie, avec des rêves, des peurs, des amours, des regrets, et que ces vies méritent d'être honorées, même quand elles dérangent notre vision simplifiée de l'histoire. Ce documentaire existe grâce à votre soutien. Si vous voulez que ces histoires oubliées continuent d'être racontées, si vous voulez que d'autres témoignages, comme celui d'Élise, soient préservés et partagés, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Parce que chaque vue, chaque partage, chaque commentaire est un acte de mémoire. C'est une façon de dire « Je me souviens, vous avez existé, votre histoire compte. Et maintenant, prenez un moment. Réfléchissez à ce que vous venez d'entendre. Qu'auriez-vous fait à la place d'Élise? À la place de Karl? Est-il possible d'aimer l'ennemi? Est-il possible de trouver l'humanité dans l'inhumanité? Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous d'où vous regardez cette histoire. Dites-nous ce qu'elle vous a fait ressentir. Dites-nous si vous avez déjà entendu des histoires similaires dans votre propre famille. Parce que ces conversations sont importantes. Elles nous empêchent d'oublier. Elles nous empêchent de répéter les erreurs du passé. Élise Moreau n'est plus là pour raconter son histoire. Mais vous êtes là pour l'écouter. Et en l'écoutant jusqu'au bout, en la partageant, en parlant, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous donnez à une femme oubliée une voix éternelle. Vous prouvez que même les histoires les plus interdites, les plus douloureuses, les plus complexes méritent d'être entendues. Alors, merci. Merci d'avoir écouté. Merci de ne pas avoir détourné les yeux. Et surtout, merci de vous souvenir. Parce que tant que quelqu'un se souvient, ils ne sont pas vraiment morts.